La guerre des deux féodaux, Ngo contre Motaz, le duel qui secoue le palais. Imaginez la scène. Un ministre reçoit une note. Une note qui porte le choix personnel du président de la République. Une note transmise par l'homme le plus puissant de la présidence. Une note claire, nette, sans ambiguïté. Et le ministre range cette note dans un tiroir. Et fait exactement le contraire. Dans n'importe quel système politique au monde, ce geste s'appellerait une faute grave. Une insubordination. Peut-être même une trahison. Au Cameroun, en juin 2026, on l'appelle autre chose. On l'appelle une guerre. Et cette guerre, elle ne se déroule pas dans les rues. Elle ne s'entend pas dans les discours officiels. Elle se joue dans les couloirs feutrés du palais d'Etoudi, dans des notes confidentielles, dans des montages financiers discrets, et dans les colonnes d'un magazine qui vient de lâcher une bombe. Ce soir, nous décryptons tout. Et croyez-nous, vous n'étiez pas prêts pour ça. Partie 1, contexte et fait. La vente d'une banque qui cache une bataille d'empire. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre l'objet du litige. Société Générale Cameroun. L'une des plus grandes banques commerciales du pays. Des agences dans toutes les grandes villes. Des dizaines de milliers de clients. Un portefeuille de crédit qui pèse des centaines de milliards de francs CFA. Le groupe français Société Générale, comme beaucoup d'institutions financières européennes, a décidé depuis quelques années de se désengager progressivement de ses filiales africaines. C'est une tendance de fond dans le secteur bancaire international. Les groupes européens recalibrent leurs priorités, réduisent leur exposition sur le continent, et cèdent leurs actifs. Au Cameroun, cette cession ouvre donc une opportunité considérable. Qui va reprendre le contrôle de cette banque? Qui va hériter de ses réseaux, de ses clients, de son poids dans le système financier camerounais? C'est une question économique. Mais au Cameroun, toute grande question économique est aussi une question politique. Et toute grande question politique est aussi une question de pouvoir personnel. Voilà pourquoi la cession de Société Générale Cameroun, rebaptisée General Bank of Cameroun ou GBC, est devenue le terrain d'un affrontement qui dépasse de très loin le simple cadre d'une transaction bancaire. Et selon les révélations exclusives publiées par Jeune Afrique le 10 juin 2026, cet affrontement a atteint un niveau de gravité institutionnelle inédit. Mais avant de plonger dans les détails, il faut poser les deux hommes au cœur de cette bataille. Premier personnage, Ferdinand Ngo. Secrétaire général de la présidence de la République. Dans l'architecture du pouvoir camerounais, ce titre n'est pas celui d'un simple administrateur. Le SGPR est l'homme qui filtre les informations qui remontent au chef de l'État. Il est le gardien des accès au président. Il est, selon plusieurs analyses publiées par Jeune Afrique lui-même, celui qui contrôle les informations remontant à Paul Biya et qui fait quasi office de ministre de l'économie et des finances. En d'autres termes, Ferdinand Ngo n'est pas seulement le chef de cabinet du président. Il est, selon ses analyses, le véritable filtre de toute la politique économique camerounaise. Rien de significatif ne passe sans lui. Rien d'important ne remonte au président sans son aval. C'est un pouvoir considérable. Informel dans sa nature, mais réel dans ses effets. Deuxième personnage, Louis-Paul Motaz. Ministre des Finances. Un poste qui, dans tout pays, est l'un des plus stratégiques du gouvernement. Au Cameroun, c'est le ministre qui contrôle les robinets du Trésor, qui signe les décaissements, qui négocie avec les institutions financières internationales, qui supervise les grandes opérations de privatisation et de restructuration du secteur bancaire. Motaz est en poste depuis plusieurs années. Il a survécu à plusieurs remaniements. Il a construit un réseau, une influence, une forme d'autonomie dans la gestion de son ministère. Et c'est précisément cette autonomie qui est aujourd'hui au cœur du conflit. Partie 2, le conflit. La note du 27 avril et le ministre qui n'a pas suivi. Revenons aux faits. Aux faits précis, tels que Jeune Afrique les révèle. Le 27 avril 2026. Ferdinand Ngo transmet une note au ministre des Finances Louis-Paul Motaz. Cette note n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une recommandation. C'est, selon Jeune Afrique, l'expression de la préférence du chef de l'État camerounais. Et cette préférence est claire. Paul Biya, via son secrétaire général, choisit un consortium précis pour reprendre GBC, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, associée au groupe ivoirien NSIA Bank. La CNPS, pour ceux qui ne la connaissent pas,
c'est l'institution qui gère les cotisations sociales des travailleurs camerounais. C'est un acteur financier colossal, disposant de liquidités importantes. Son implication dans le rachat d'une grande banque commerciale serait, en soi, une opération d'une portée considérable. NSIA Bank, de son côté, est un groupe financier ivoirien en expansion sur le continent, avec une présence dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Ce consortium CNPS-NSIA, voilà le choix de Paul Biya. Voilà ce que la note du 27 avril dit à Motaz. Voilà ce que Motaz doit mettre en œuvre. Mais Motaz ne le met pas en œuvre. Selon Jeune Afrique, le ministre des Finances a opté pour une autre voie, en mobilisant le montant nécessaire pour acter sa montée au capital de Société Générale auprès d'autres acteurs financiers, dont BGFI. BGFI. Le groupe bancaire gabonais, dont la présence au Cameroun est déjà significative, et dont les liens avec certains réseaux de pouvoir en Afrique centrale sont bien documentés. Motaz, donc, reçoit la note présidentielle. Et part dans la direction opposée. Avec d'autres partenaires. Selon une logique qui lui est propre. Voilà le cœur du scandale institutionnel révélé par Jeune Afrique. Comment l'entourage de Motaz justifie-t-il cela? La réponse rapportée par Jeune Afrique est pour le moins fragile. Motaz aurait voulu aller vite pour boucler la première phase de l'opération. Aller vite? C'est l'explication. Un ministre qui reçoit une instruction présidentielle via le canal le plus officiel qui soit, le SGPR, et qui décide d'ignorer cette instruction parce qu'il voulait aller vite. Imaginez un instant que vous êtes employé dans une entreprise. Votre patron vous envoie un message clair, faites la réunion avec l'équipe A. Et vous répondez, j'ai organisé la réunion avec l'équipe B parce que je voulais aller vite. Dans la plupart des entreprises, cette conversation se termine par une lettre de licenciement. Au sommet de l'État camerounais, elle se termine par une formule sibylline d'un cadre du ministère qui dit à Jeune Afrique qu'aucune porte n'a pour l'instant été fermée. Aucune porte n'a été fermée. Traduction libre, on verra bien ce qui se passe. On attend de voir si le président va vraiment réagir. On attend de voir si Ngo va pousser. On attend de voir si le montage de Motaz va être accepté comme un fait accompli. C'est ça, la politique camerounaise en 2026. L'art du fait accompli, maîtrisé à la perfection. Mais attendez. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Car pour comprendre pourquoi Motaz a pu se permettre ce geste, il faut comprendre ce que cette confrontation révèle sur la structure réelle du pouvoir au sommet de l'État. Jeune Afrique utilise une expression qui mérite toute notre attention. Il dit que Motaz semble évoluer en roue libre. En roue libre. C'est-à-dire, un ministre qui ne se sent plus tenu par les circuits de validation habituels. Un ministre qui gère son périmètre comme s'il était son propre fief, sans nécessairement passer par les filtres qui devraient s'appliquer. Et le filtre principal, dans ce système, c'est Ferdinand Ngo. Motaz défie précisément cette tutelle. Il se passe du SGPR pour gérer un dossier que le SGPR avait expressément pris en main sur instruction présidentielle. C'est une mise en cause directe non seulement de l'autorité de Ngo, mais, en creux, de la capacité du président lui-même à voir ses instructions exécutées. Et c'est là que la situation devient véritablement grave. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que ce dossier dit sur l'état du pouvoir camerounais. Arrêtons-nous sur ce que cette affaire révèle réellement. Première révélation, l'autorité présidentielle n'est plus automatiquement exécutoire. C'est peut-être la conclusion la plus lourde de conséquences de toute cette affaire. Quand un ministre peut recevoir une note portant le choix explicite du chef de l'État et décider de ne pas la suivre, cela signifie que quelque chose s'est fissuré dans la chaîne de commandement. Soit le ministre estime que la note ne traduit pas vraiment la volonté du président, mais seulement celle de Ngo. Soit il parie que le président n'aura ni la volonté ni les moyens de sanctionner cet écart. Soit il considère que son propre réseau de soutien au sein du système est suffisamment solide pour absorber le choc. Dans tous les cas, ce calcul suppose une chose, que le centre du pouvoir n'est plus suffisamment crédible dans sa capacité à imposer ses arbitrages. C'est une conclusion que beaucoup hésitent à formuler ouvertement. Mais les faits révélés par Jeune Afrique la rendent difficile à éviter. Deuxième révélation, la guerre Ngo-Motaz est une guerre de modèle. Ce n'est pas seulement une rivalité personnelle entre deux hommes. C'est un affrontement entre deux visions de la gouvernance économique. D'un côté, Ngo représente le modèle de la centralisation présidentielle. Tout passe par le palais. Tout est filtré, validé,
arbitrer au sommet. Le SGPR est le point de passage obligé de toute décision significative. De l'autre, Motaz incarne le modèle de l'autonomie ministérielle. Un ministre compétent qui connaît son dossier, qui a ses réseaux, qui prend ses décisions dans le cadre de ses prérogatives légales, sans nécessairement soumettre chaque choix à la validation du palais. Ces deux modèles sont en tension dans de nombreux systèmes présidentiels africains. La question est toujours, jusqu'où les ministres peuvent-ils être autonomes avant que cela ne devienne une menace pour la cohérence de l'action gouvernementale? Au Cameroun, cette tension est d'autant plus explosive qu'elle se déroule dans un contexte où la question de la succession politique est omniprésente, même si personne ne la nomme officiellement. Troisième révélation, le secteur bancaire camerounais est devenu un enjeu géopolitique interne. La cession de GBC n'est pas une simple transaction. C'est une bataille pour le contrôle d'un actif stratégique. Qui contrôle les grandes banques d'un pays contrôle le financement de l'économie. Il contrôle quels entrepreneurs obtiennent des crédits et lesquels n'en obtiennent pas. Il contrôle quels projets sont financés et lesquels sont étouffés. Il contrôle une partie des flux financiers qui alimentent les réseaux politiques. Dans ce contexte, le choix entre le consortium CNPS-NSIA et le montage alternatif de Motaz avec BGFI n'est pas qu'une question de compétences bancaires ou de solidité financière. C'est une question de réseau, de loyauté, d'influence future. La CNPS est une institution camerounaise. Son implication dans GBC renforcerait l'ancrage national de la banque, mais aussi l'influence des réseaux qui contrôlent la CNPS. BGFI est gabonais. Son entrée dans le capital de GBC élargirait l'influence de réseaux régionaux dont la géographie déborde les frontières camerounaises. Ces dimensions ne sont jamais dites explicitement dans les documents officiels. Mais elles sont lues entre les lignes par tous ceux qui connaissent le fonctionnement du capitalisme politique en Afrique centrale. Quatrième révélation, Jeune Afrique joue un rôle actif dans cette guerre. Il faut nommer ce qui se passe. Jeune Afrique publie des révélations exclusives, avec des documents précis, des dates, des noms. Ce type de publication n'arrive pas par hasard dans la presse africaine. Quelqu'un a voulu que ces informations soient publiées. Quelqu'un a fourni la note du 27 avril. Quelqu'un a intérêt à ce que le comportement de Motaz soit exposé publiquement. Ce quelqu'un, il n'est pas nommé. Mais la logique de l'affaire le désigne assez clairement. Ceux qui bénéficient le plus de cette publication sont ceux dont la position est renforcée par la révélation de l'insubordination de Motaz. Et parmi eux, Ferdinand Ngo figure en bonne place. Cela ne disqualifie pas les informations publiées. La vérité reste la vérité, quelle que soit la source qui la révèle. Mais cela invite à lire cette affaire non seulement comme un fait divers institutionnel, mais comme un épisode d'une guerre d'information qui accompagne la guerre de pouvoir. Partie 4, analyse satirique approfondie. La roue libre et les freins qui ne mordent plus. Permettons-nous maintenant de prendre un peu de hauteur. Et un peu de distance satirique. Parce que ce qui se passe entre Ngo et Motaz, c'est en réalité une comédie de mœurs politiques qui mériterait d'être mise en scène au théâtre. Acte premier, le président choisi. Via son secrétaire général, il transmet son choix. Tout le monde sait qui a le pouvoir. Tout le monde sait quelle est la règle. Acte deuxième, le ministre reçoit le message. Il lit. Il réfléchit. Et il fait autre chose. Acte troisième, les journalistes révèlent la chose. Le monde entier sait. L'entourage du ministre bafouille une explication. Un cadre dit que les portes ne sont pas fermées. Acte quatrième, on attend. On attend l'arbitre. On attend que le chef de l'État tranche. C'est là que la comédie devient un drame. Parce que si le chef de l'État ne tranche pas, ou tarde à trancher, ou tranche sans que la sanction soit effective, alors le message envoyé à tout le système est dévastateur.